Il y a deux types d'organisations communautaires, de gens qui ne rentreront jamais, qui s'organisent. Il y a ceux qui se battent pour envahir l'espace public de l'autre. Et il y a ceux qui créent leur propre espace. Leurs propres entreprises. Leurs propres médias. Leur propre label. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Leur propre lobby, leur propre réseau. C'est ça. Kémy Séba, il s'agit, comment dire, d'un leader d'opinion, d'un activiste controversé, d'un chroniqueur télé aussi. Et moi, ma voix pour la diaspora, je pense qu'on est tous sur cette voie-là, enfin tous autour de cette table. Nous, en tout cas, on y est. Clairement, c'est celle-ci. C'est la voie de NECAO, c'est la voie d'urgence panafricaniste, c'est la seule urgence. C'est s'organiser par nous-mêmes pour nous-mêmes. Can we talk? Ah ouais, carrément. Le gars, il est carrément On sort les meilleures vocalises. On sort les meilleures vocalises, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Can We Talk. Vous savez, c'est votre émission, votre podcast, sponsorisé par la NECAO School, programme d'initiation financière qui a été développé par moi et par monsieur Tracy Enzo qui se trouve juste en face de moi. Notre objectif est simple, c'est accompagner 1 million d'Afro-Caribéens autour de l'éducation financière. On veut créer le plus gros réseau d'investisseurs dans la diaspora et sur le continent. Et voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent rejoindre le mouvement, le lien est disponible juste en dessous de cette vidéo, donc vous êtes les bienvenus. Et sachez, mesdames et messieurs, que la NECAO School n'aurait pas existé sans des personnes comme l'invité que nous avons aujourd'hui. C'est un invité spécial, monsieur Kémy Séba, mesdames et messieurs, président de l'ONG Urgence Panafricaniste. Vous allez me faire blanchir. Là. Non. Je suis ému. Faut dire les termes. Je suis ému. Comment vas-tu, grand frère? Bah, ça va bien, content d'être là. C'est une de mes dernières apparitions ici. Donc je suis très content d'être là. Vous m'avez proposé l'interview et je me disais que c'était l'occasion de pouvoir échanger de bon nombre de sujets. Tu sais qu'on est très 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 content parce que effectivement, visiblement, il se peut que ce soit la dernière fois. Ça va dépendre beaucoup de moi en réalité. Bah ouais. Quand est-ce que l'émission l'avait diffusée? Mais justement, parce ce week-end. on est obligé de parler de l'actualité. Ok, très bien. Parce que tu sais, on en a parlé avec Loïc. Et nous, on s'est dit, parce qu'on sera là aux premières loges par rapport à l'événement qui est prévu donc demain. Donc, quand vous regarderez cette vidéo, voilà, ça sera déjà passé. Très bien. Mais bon, pour resituer rapidement le contexte, peut-être que Vas-y, ok. frérot, vas-y. Dans un courrier daté du 9 février 2024. C'est l'AFP qui parle. Ah, il faut le dire, l'AFP d'Afrique. Dans un courrier daté du 9 février 2024, rédigé par le ministère de l'Intérieur, indiquant qu'au vu de tes activités et de la manière dont tu peux développer un pouvoir de nuisance, eh bien, tu es aujourd'hui exposé à la possibilité de subir une déchéance de nationalité. Sortez des mouchoirs. Ouais, il faut vraiment pleurer. Tu expliquais à quel point est-ce que tu voyais ça d'un œil positif. Et nous, on en a parlé avec Loïc, de par l'événement qui sera prévu, qui sera tenu demain. On y sera. Est-ce que il est possible qu'il se passe une dinguerie parce que ça sera pas diffusé. Donc pour l'instant, est-ce qu'il se peut qu'il se passe une dinguerie? Parce que quand on en a parlé avec Loïc, on s'est dit attends, il y a quelques années, ce monsieur a pris un billet, il a brûlé. Non, on voit le sourire. Il a brûlé. Est-ce qu'il est possible qu'il se passe quelque chose pour montrer que les gars, on va rien vous demander? Ça sera diffusé après le meeting. Ouais, sûr et certain. Sûr et certain à 200%. De toute façon, on va être très clair sur les choses. Ils nous brandissent le passeport comme si c'était quelque part un os qu'on nous donnait si on était sage. Depuis des années, on dit que les Noirs ne seront jamais traités comme des citoyens à part entière dans ce pays. Non pas parce que tous les Français sont racistes, c'est pas du tout mon propos. Et ceux qui connaissent, qui me lisent un peu savent que c'est plus complexe que ça. Il y a tout un prolétariat français qui souffre dans ce pays aussi, qui est confronté à un certain nombre de difficultés. Donc le problème, ce n'est pas eux. Même s'il peut y avoir aussi de la négrophobie au sein du prolétariat, ce qu'on appelle les guerres horizontales plutôt que la guerre verticale du prolétariat contre l'élite. Mais il y a une négrophobie structurelle sur laquelle, quelque part, s'assoit l'élite pour pouvoir continuer son hégémonie. Et on ne va pas en vouloir, quelque part, à l'ennemi de tout faire pour préserver un banc sur lequel il est assis. Ce qui pose problème, ce sont nos dirigeants, ce sont nos responsables qui se comportent comme des passoires et qui laissent d'autres nous pousser, nous forcer à nous asseoir alors que nous devons être debout.
Et donc, pour revenir à notre situation, ils estiment que nos activités contribuent de manière majeure à la montée du sentiment, ce qu'ils appellent anti-français, qui est une création et un remix idéologique, parce qu'en réalité, c'est la montée du sentiment anti-France-Afrique, dont on ne s'est jamais caché. On sait que notre ONG, l'Urgence panafricaniste, a été probablement au XXIe siècle l'une des organisations pionnières. Et c'est documenté, je veux dire, même le gouvernement américain en parle quand ils disent que moi, Nathalie Yamb et notre ONG Urgence panafricaniste, on est les structures responsables de la montée du sentiment qu'eux, ils appellent carrément anti-occidental, ce qui n'est pas le cas non plus. Parce que mon problème, Comment tu l'appellerais, toi? La montée de l'hégémonie, le sentiment hostile à l'hégémonie occidentale. Parce que on vit dans un monde, et j'ai envie de te dire que aux quatre coins du monde, ce rejet de l'arrogance de l'élite occidentale, c'est quelque chose qui existe réellement. On était parmi les invités d'honneur, parmi les structures observatrices au sommet des BRICS en Afrique du Sud, l'année dernière à Johannesburg. Mais il y avait les trois quarts du monde, sauf l'Occident, qui étaient représentés et qui disaient qu'on en a marre qu'il y ait une partie du monde minoritaire qui décide pour la majorité. Et dire cela, c'est du bon sens. Il y en a qui veulent une unipolarité qui impose sa vision au monde entier. Le développement, c'est eux. L'économie, c'est eux. La culture, c'est eux. Quand je dis eux, je parle pas du bas peuple. Parce que eux-mêmes, ils sont pas d'accord avec ce que l'élite prône. Pas toujours. C'est réel. Mais ce que l'oligarchie occidentale veut, il y en a plein qui ne veulent pas ça. Et donc, nous, on fait partie de ceux qui ont actionné le levier de contestation qui a contribué. Moi, j'adore le film Inception, par rapport à la logique de l'ingénierie sociale, déposer une idée dans la tête des gens. On a contribué par diverses actions, diverses méthodologies, à massifier, à rendre populaire la volonté d'autodétermination au sein de nos populations. Et autodétermination ne veut pas dire être déterminé par d'autres. Parce qu'il y a certains analphabètes politiques qui disent « Ah, Kémy, ils disent ça, mais eux, ils veulent changer de maître. Ils veulent plus la France, mais ils veulent la Russie. » C'est des gens vraiment qui ne comprennent rien à la politique et à la géostratégie. Ils oublient déjà qu'au moment des dites indépendances, tous les mouvements de libération, quand tu te bats contre un système surpuissant et hégémonique, tu as besoin de créer des alliances, faire front pour résister. Ça veut pas dire que tu veux que ces derniers soient dans une dynamique de remplacer ceux contre qui tu te bats. Moi, je pense que j'ai été parmi les plus clairs. C'est-à-dire que même chez eux, là où les gens, ils ont les jambes qui tremblent quand ils sont face aux Russes, j'ai dit, en étant invité d'honneur au Parlement russe, que nous, on lutte contre les uns, mais c'est pas pour que eux, ou les Chinois, viennent se comporter vis-à-vis de nous comme les colons, sinon on les combattra. Et si on a le respect aussi de ces gens-là, c'est parce qu'ils savent que nous disons ce que nous pensons et que nous avons aujourd'hui une audience en Afrique, en Occident, en Amérique du Sud, en Europe de l'Est, au Moyen-Orient, à différents endroits, en Mélanésie, qui fait que nous ne sommes pas des gens qui allons nous laisser contrôler par d'autres. Donc, le gouvernement français estime que on est un caillou dans sa chaussure. Ils estiment que leur meilleure réponse pour essayer soi-disant de nous humilier, de nous réprimer, c'est nous interdire le passeport. Ils ne comprennent pas déjà que 80% de mes déplacements se font avec le passeport béninois et d'autres que je ne dirai pas là ici, d'accord, et que le passeport français me sert, on va pas se mentir, à aller dans les territoires d'outre-mer, parce que pour moi la diaspora, notre peuple dans des territoires colonisés que sont la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion, ce sont des espaces où notre peuple a une part non négligeable dans l'établissement du panafricanisme. J'ai un attachement fusionnel avec notre diaspora, c'est quelque chose qui est réel, mais il arrive un moment où j'ai dit lors des derniers meetings que la prochaine fois que je reviendrai, et on savait même pas encore qu'on allait avoir cette mesure, c'est quand on sera dans les institutions. On y reviendra après. Donc, d'une façon ou d'une autre, ce qui doit se faire se fera. Ils nous interdisent, soi-disant, d'avoir ce passeport pour pouvoir circuler, ce qui dénote bien qu'il y a une inégalité aussi au niveau mondial, au niveau des passeports. C'est-à-dire que quand tu as un passeport de l'Occident, tu es privilégié pour aller. Quand tu as un passeport africain, t'es discriminé pour y aller. On va leur montrer, parce qu'il faut bien savoir une chose, et c'est ce que je vais expliquer à la conférence de presse demain, mais ça sera déjà passé quand cette émission va se diffuser, elle sera diffusée, c'est que tous mes avocats me disent que si je veux gagner, déjà il y a deux options. La première, ils peuvent me déchoir la nationalité que si je suis, comment dirais-je, que j'ai deux nationalités. J'ai la nationalité béninoise que j'ai acquis, c'est moi qui ai été la demander, d'accord, et la nationalité française que je suis né en France et que mes parents étaient français au moment de ma naissance. Et que t'as vécu en France jusqu'à tes 29 ans, quand même. Oui, exactement. Le message est fort. Ouais, mais ça veut bien dire. C'est négro, malheureusement. fais ce qu'on veut que tu fasses, mais si tu fais autre chose que ce qu'on veut que tu fasses, on te sanctionne. C'est le même message que depuis la plantation.
C'est le même message que depuis l'esclavage. Dès qu'il y a quelqu'un qui fait autre chose que ce que le maître veut, on le brutalise et on essaye de montrer aux autres que si les autres font comme ce que tu fais, on va te sanctionner. Voilà ce qui va vous mon arriver. grand-père qui est né à l'époque où c'était colonie française, la Martinique, il me dit, même aujourd'hui, parce qu'il est encore en vie, Bien sûr. pour moi, je suis pas français. Je sais, pour moi, voilà, quand je suis né, j'étais pas français, j'étais colonie française, et même aujourd'hui, moi, je vous le dis, ça me surprendrait pas qu'un jour on puisse mettre des choses en place pour nous enlever la nationalité. Mais bien sûr. Mais nous, comme on est né dedans, moi, franchement, je te le dis, je tombe de haut quand je vois ce qu'ils sont capables de faire. Vraiment. Je comprends, Loïc. Moi, ça me réjouit. Ça me réjouit parce que ça ne fait qu'illustrer ce qu'on dit depuis très longtemps, qui est qu'on ne sera jamais considéré comme des citoyens à part entière dans ce pays. Et que c'est quelque chose qui, en réalité, nous pousse à accélérer le processus d'autodétermination. Moi, j'ai plus de nationalité française, de carte d'identité française depuis très longtemps. J'ai pas d'assurance maladie, de sécurité sociale. J'ai jamais touché la CAF ou ces histoires-là. J'ai jamais touché de ma vie la CAF et tout ce qui s'ensuit. Sécurité sociale, assurance maladie, j'ai plus ça depuis, je crois, 2011. Donc, moi, j'ai fait un choix depuis très longtemps. Et le passeport me servait, jeu de mots, quand on dit passer les ports, c'est pouvoir voyager pour aller dans les territoires d'outre-mer et en France et dans la diaspora qui est installée en Europe. Pour le reste, c'est-à-dire 80% de mes voyages, j'utilise d'autres passeports. Certains m'ont dit, Kémy, pourquoi tu n'as pas laissé le passeport de toi-même? Parce que je pense que c'est beaucoup plus symbolique. Que le gouvernement français montre qu'il est tellement dérangé par nos actions qu'il veut nous sanctionner, plutôt que ce soit nous qui le brûlions et les gens disent Kémy, tu respectes pas. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, on est dans une phase où, comme ils veulent me dire, ils me sanctionnent. Ce qui va se passer maintenant à la conférence de presse, même si, comme je le disais tout à l'heure, on a deux choix. Si je laisse le passeport béninois, ils peuvent pas m'enlever le passeport français. Voilà. Faut le savoir. Exactement. Tu ne peux pas être apatride. Exactement. Donc, si je fais le con, je laisse le passeport béninois. Bon, quand on me connaît, vous avez déjà, voilà. Mais je laisse le passeport béninois, je garde le passeport français. Exactement. Deuxième option, c'est si on va à la Cour européenne des droits de l'homme, tous mes avocats, y compris Juan Branco, Cora Ishiba, l'avocat de Sonko, etc., tous m'ont dit que si on va à la Cour européenne des droits de l'homme, ils perdent. Parce que exactement. Leur démarche n'est même pas légale. Juridique. La question, c'est toi, as-tu envie de te battre? Et maintenant, la réponse est, je vais être très clair, je vais leur montrer qu'on ne peut exister sans le passeport français. Et donc, leur passeport, je vais le brûler. Et je vais le dire que je le brûle, non pas parce que je manque de respect au peuple français, mais je vais dire au gouvernement français qu'ils ne peuvent pas me tenir avec un bout de papier. Et que j'en assume les conséquences. Et que, quand je suis parti, il y a 13 ans de cela, que je suis rentré en Afrique, ils pensaient qu'on allait avoir une audience groupusculaire. 13 ans plus tard, ils disent qu'on a une audience majeure en Afrique francophone et dans la diaspora. Qu'on est parmi les leaders d'opinion les plus inquiétants pour eux. Aujourd'hui, c'est un deuxième cycle qui est en train de s'ouvrir. Je vais brûler le passeport demain. D'accord? Et c'est un message pour tous les nôtres pour dire arrêtez d'avoir peur. Parce que notre ennemi, c'est même pas le gouvernement français, c'est la peur qu'on a entre nous. Qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes, dans le miroir, nous sommes nos propres ennemis. C'est Macron, il a des gaines pour être mon ennemi. Est-ce qu'il a le niveau même pour l'être? Est-ce que Stéphane Séjourné, il a le niveau pour être mon ennemi? Est-ce que, comment il s'appelle, Darmanin, Moussa, Gérard, il a non. C'est pas eux nos ennemis, c'est nous-mêmes. Nos ennemis, c'est la désunion qu'il peut avoir parfois entre nous. C'est la jalousie qu'il peut avoir entre nous. C'est les égos mal placés qui peuvent avoir, qui peuvent exister entre nous. Le gouvernement français, il a pas le niveau pour être notre ennemi. On a commencé l'ingénierie sociale et nos mobilisations, le travail d'éducation des populations et d'éducation à la géopolitique dans toutes les universités d'Afrique francophone. J'étais invité, ou quand j'étais chroniqueur politique sur l'une des plus grosses chaînes d'Afrique de l'Ouest francophone qui était à 2S TV. On a commencé ça en 2013. De 2013 jusqu'à aujourd'hui, on a fait un travail monstrueux. Nos chemins se sont croisés avec d'autres qui sont devenus ma famille, qui sont devenus nos amis, Nathalie Yamb, qui est vraiment ma sœur, l'une des sœurs dont je suis le plus proche aujourd'hui sur cette terre, ma grande sœur, Franck Lanyamsi, qui est un aîné camerounais, un professeur de philosophie qui fait un travail extraordinaire aussi, et d'autres. On a des destins différents, mais on a convergé vers une même direction. Et on est dans une voie aujourd'hui de pousser les nôtres à l'autodétermination. Et donc, il me retire le passeport, il me menace de me retirer le passeport, il me laisse la possibilité de me défendre. J'ai 90% de chance, si je veux de le garder. Mais moi, mon but, c'est pas de progresser dans leur plantation. Mon but, c'est de me barrer de la plantation et de pousser les nôtres à la libération. Donc, le passeport, je vais pas le garder, qu'on soit clair dessus. Comment est-ce que quel est le constat que tu tires des fruits du travail fait? Parce que on disait tout à l'heure que ce serait bien de dire comment est-ce qu'on a découvert le KS. J'avais les cheveux.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire quand t'avais des cheveux, quand tu avais les médias qui s'inquiétaient de la progression du mouvement que tu avais créé de par voilà, on va pas revenir sur les histoires, on les connaît. Et moi, je sais que j'ai véritablement mis une oreille sur ton discours, ta personne, avec Afro Insolent, lorsque ça fait plaisir. voilà, tu vois, lorsque déjà, alors que beaucoup d'entre nous étaient dans une forme d'obscurantisme, toi tu étais déjà parti, voilà. Comment est-ce que tu vois la manière dont les choses évoluent dans la prise de conscience, dans ce travail de fond que vous faites depuis plus d'une décennie maintenant? Quel est ton constat sur notamment, on va le dire, parce que t'es resté en France quand même des années, sur la communauté? Moi, mon regard sur l'évolution des choses, il est très partitionnel. Il y a le regard que je porte sur l'évolution des choses sur le continent africain, qui est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est la preuve qu'une goutte d'eau peut faire revivre la nature. Il a fallu des efforts d'un petit groupe de gens, nous et quelques autres, pour que, en fait, ça soit un brasier, ça s'enflamme. Des efforts continus, faut pas qu'on se mente. Mais ça a pris de manière incroyable et je pense qu'on est au début d'un processus et qu'il va y avoir beaucoup d'autres étapes qui vont être franchies. Les territoires d'outre-mer, pareil. J'aime pas le terme territoire d'outre-mer qui est un terme très colonial. Mais on le comprend. Mais voilà, on se comprend. Pareil, j'ai mention spéciale pour la Guadeloupe qui est un pays, pas un département, mais un pays qui me bouleverse beaucoup. Je sais que si j'avais pas ma mission, en dehors du Bénin, je pense que c'est le pays où je pourrais vivre. Je suis très attaché à la Guadeloupe. Très attaché. La résilience de notre peuple là-bas me bouleverse beaucoup. Beaucoup. Et la Guadeloupe, la Martinique, dans un autre ordre d'idée, c'est plus compliqué parce que c'est là où les béquets sont les plus installés et objectivement, il y a un processus d'aliénation qui se répand de manière spectaculaire. Absolument. Là-bas. Mais malgré quand tout, même, il y a quand même, on le voit en ce moment. Exactement. Avec l'affaire Pinto. Exactement. Il y a de l'espérance et c'est pareil, j'ai des gens à qui je suis très attaché en Martinique aussi et j'ai beaucoup d'espérance là-bas. La Guyane, pareil. Donc il y a une prise de conscience qui n'est pas issue de nous. C'est-à-dire qu'il y a les indépendantistes qui ont mené ce travail depuis. J'ai une pensée en Martinique pour Garcin Malsa. J'ai une pensée en Guadeloupe pour des gens qui sont des grands frères que j'aime profondément dans un autre ordre d'idée, mais comme Elido Mota et d'autres, comme Marie Guadeloupe, etc., à qui je passe vraiment des salutations. Et en Guyane, pareil, il y a un travail extraordinaire qui se fait avec les indépendantistes là-bas. Et nous, on est venus en profitant de notre génération, parce que ça, c'est des aînés qui font ce travail depuis, parfois dans l'incompréhension, parfois. Et nous, on est venus avec l'audience qu'on a réussi à créer un peu partout dans le monde noir, entre guillemets, dit francophone, voire au-delà. On a été comme une sorte d'accélérateur sur des revendications et on a pu populariser ce qui avait été par le système colonial marginalisé. Les réseaux sociaux ont fait que la parole s'est libérée. Et donc, il y a une évolution, une prise de conscience extraordinaire. Maintenant, en ce qui concerne la communauté noire de France, je vais schématiser les choses. De la bête. Ouais, clairement. je dirais il y a deux tendances. C'est comme ça que je résume les choses. Allez, disons même trois. Il y a une tendance que j'appelle les noirs intégrationnistes, qui s'appellent eux les progressistes ou les wokistes. J'aime pas le terme wokiste parce que au final c'est devenu une appellation extérieure, même si à la base ça part d'un truc à l'intérieur. Mais les progressistes, il y a ce qu'on appelle les communautaristes noirs, certains vont dire les séparatistes noirs, d'autres vont dire les réactionnaires noirs. Et puis après, il y a une autre tendance qui est, peut-être même qu'on est dans cette tendance-là, qui est beaucoup plus sur le côté démarche financière afro-capitaliste, d'accord, et qui peut être très transversale, parce qu'au sein de cette tendance afro-capitaliste, il y a des gens qui vont être très pro leur peuple et qui veulent développer leur peuple, d'autres qui vont être très France-Afrique, d'accord, en étant afro-capitalistes, qui vont faire du business avec, etc. Donc c'est une tendance très complexe, et je pense même que le terme afro-capitaliste, moi je suis pas capitaliste, je le dis très clairement, les gens le savent, même si ça m'empêche pas de réunir les fonds de manière spectaculaire quand je dois les réunir, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Et donc ces trois tendances-là s'entrecoupent sur le territoire français.
Moi, je dis toujours que depuis la période de la plantation, puis la période de la colonisation, qui est un esclavage à domicile en réalité, il y a toujours eu des gens qui voulaient progresser sur la plantation, les progressistes. Aujourd'hui, par exemple, Rokhaya, Diallo, Lilian Thuram, et c'est même pas, c'est-à-dire qu'ils ont leur ligne, et puis c'est leur ligne. Eux, ils pensent que c'est bien de progresser dans la plantation. Et puis il y a ceux qu'on appelle les réactionnaires qui veulent brûler ou quitter cette plantation. Moi, je fais partie de ceux qui, j'ai décidé en 2011, j'avais 29 ans, je n'ai pas encore mes 30 ans, de me barrer d'ici. Voilà. Et j'ai tout laissé, quand on parlait de sécurité sociale, j'ai tout laissé. Tout. La seule chose que j'ai gardée, c'était pour continuer à circuler et donner mon message, parce qu'évidemment, c'est les Algériens qui parlent de butin de guerre. Quand tu réussis à prendre une arme de l'ennemi et l'utiliser, c'est quelque chose que je peux entendre. Et puis il y a une autre tendance qui s'est développée plus récemment, qui est cette tendance sur laquelle il faut faire très attention, parce que la finance n'a de sens, et l'économie n'a de sens que s'il y a de l'idéologie dedans. Moi, c'est ce que je pense profondément. Je suis d'accord. Et l'argent pour l'argent, moi je vois des gens qui aujourd'hui te parlent argent pour argent. Pour le coup, c'est pas ton cas, mais je les vois fusionner avec les réseaux de la France-Afrique aujourd'hui. Leur bif, ils le font avec les réseaux, par exemple, ouattaristes, de la France-Afrique, etc. Investir dans quoi? Investir pourquoi? Investir au pays dans quel cadre? Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Je pense que c'est des vraies questions qu'il faut qu'on se pose. Complètement. Et je les vois avec toute la diplomatie française, je les vois avec le gouvernement ivoirien. C'est pas un crime contre l'humanité, hein, mais le gouvernement ivoirien, aujourd'hui, la capitale de la France-Afrique est du système néocolonial. Tout le monde le sait en Afrique francophone. Ce sont les pires ennemis de la souveraineté de nos peuples aujourd'hui. Donc, il faut savoir dans quel cadre on fait. Maintenant, il n'y a pas d'autodétermination sans pouvoir économique réel. C'est ça. Et sans gestion économique réelle. C'est ça. Mais dans quel cadre on le fait? Moi qui te parle, j'ai vécu pendant des années avec une... Parce que tu sais comment ça se passe, hein, dans notre communauté. Quand tu te bats pour les tiens, c'est pas toujours les tiens qui te soutiennent le plus. Je dirais même que c'est ceux qui te mettent au défi voilà. en premier. Et qui, quand t'es dans la haisse, sont les premiers parfois à se réjouir. J'ai fait un choix de vie. J'aurais pu avoir une vie très facile. Mais j'ai fait un choix de vie pendant des années. J'assumais que je refusais ça. Même quand à une certaine époque, certains ont voulu essayer de nous corrompre, ou des partis traditionnels ont voulu nous récupérer, quand on était beaucoup plus jeunes, notamment les écolos, j'ai refusé. Pourtant, ça m'a rassuré une démarche beaucoup plus facile. Mais le sacrifice, dans sacrifice, il y a sacré. Et quand tu perds, pour des bonnes raisons, tu finis toujours par gagner. Notre combat a pris en ampleur et a attiré le regard de beaucoup de gens dans le monde qui sont opposés à l'arrogance occidentale. Et on a commencé à être invités un peu partout dans le monde par des pays qui sont opposés à l'arrogance de l'hégémonie occidentale et qui ont commencé à nous proposer de travailler avec eux sur certains projets. Et nous, notre intelligence, ça a été de tirer notre épingle du jeu, que ce soit avec le Venezuela, que ce soit avec Cuba, que ce soit avec l'Iran, que ce soit avec la Russie, que ce soit avec la Turquie, puisqu'ils savent qu'aujourd'hui, eux ont eu cette intelligence beaucoup plus tôt que les élites occidentales de se dire le futur de l'Afrique, ce sont ces gens-là, parce que ce sont eux les leaders d'opinion. En Afrique francophone, c'est eux. Ça veut dire quoi, tirer votre épingle du jeu? Ça veut dire ils disent qu'ils veulent travailler avec nous. Ils savent qu'on a l'oreille des masses. Ils savent qu'on a un ennemi commun, très clairement. Eux, ça les arrange qu'il y ait d'autres partenariats, parce qu'on est dans un monde de globalisation où aujourd'hui, il y a du très négatif et puis avoir aussi du positif, c'est que tu choisis avec qui tu veux travailler. D'accord? Et donc, ils savent que nous, on a comme ennemi l'oligarchie occidentale. Eux veulent se positionner comme d'autres partenaires pour élargir la sphère. Donc, eux, ils ont tout intérêt à ce qu'on combatte. Chose qu'on faisait depuis 20 ans, on n'a pas attendu qu'eux se souviennent de l'Afrique pour le faire. Exactement. Donc, on leur a dit, mais nous, on n'a aucun intérêt à travailler avec vous. Mais si vous voulez qu'on travaille ensemble, puisqu'on a un ennemi commun, comme disait Mandela, l'ennemi de mon ennemi peut être ponctuellement mon ami. Exactement. On s'est dit que, voyons sur quelle manière on peut travailler. On a un programme d'action sociale sur ça. Est-ce que vous pouvez nous aider à le financer? Nous, on a toujours refusé que ce soit l'Agence française de développement, l'Union européenne, les Américains, George Soros qui nous financent. On préfère être financé par des pays qui sont alignés idéologiquement avec nous, le Venezuela, la Russie, la Turquie, etc. Ça veut pas dire qu'on est d'accord avec tout ce qu'ils font. Bien sûr. On soit très clair aussi. Quand je vais au Venezuela, je suis reçu par les députés et par des autorités
afro-vénézuélienne qui condamne aussi le racisme qui peut exister dans certains pays. Bien sûr. Et aussi, y compris parfois au Venezuela. Quand je vais en Iran, quand j'ai la possibilité, je parle avec les descendants d'Iran qui vivent aussi dans un état d'ostracisme. Donc j'ai pas de problème à dire les choses. Quand je vais en Russie, au Parlement, je suis capable de rappeler le racisme qui existe à différents endroits, y compris en Russie. Bien sûr. Moi, ma parole est très libre. Et comme aujourd'hui, on a une audience dont eux savent que même nos dirigeants, nous combattons sur le continent, n'ont pas forcément, ils savent très bien que le vent s'ouvre dans notre direction. Et donc, on a été assez intelligent avec une ingénierie sociale et avec une méthodologie consistant toujours à garder notre souveraineté, mais à s'allier à des pays qui peuvent être des partenaires ponctuels sur certains projets. On a réussi à, comment dirais-je, avoir un capital économique pour notre organisation, nous permettant de mener un certain nombre de programmes. T'es transparent là-dessus, hein. Je suis très fluide. Franchement, tu sais, t'as plein de gens qui éviteraient, tu vois, d'avoir à, tu le dis de façon très ou. Parce que là, Ok. on a la raison de notre côté. Ok. Parce que quand Mandela, il a été attaqué, il a accepté les soviétiques qui le soutiennent, il a accepté que Kadhafi le soutienne, il a accepté que Castro le soutienne, il a accepté des gens qui étaient diabolisés par l'Occident. Mais lui, il disait à l'Occident, vos ennemis ne sont pas nos ennemis. Donc moi, j'ai aucun problème. Et ceux qui connaissent la géopolitique, je parle pas des analphabètes qui vont dire, ouais, mais tu vas un mètre contre vis-à-vis d'un autre. Ça, c'est des débilités. Là-bas aussi, il y a des dictateurs. Là-bas aussi, tu tailles avec Moi, des déjà, gens. histoire de dictature, démocratie, etc. Pour moi, il n'y a pas de démocratie sur Terre aujourd'hui. Parce que même quand on te dit alternance gauche-droite, c'est toujours la finance internationale qui décide, qui est derrière. Donc moi, cette histoire de démocratie, moi, je crois, on est issus, nous tous, d'un peuple dont la tradition, il y a des chefs hommes ou femmes. Dans les sociétés matriarcales, c'est des choses des femmes. Dans d'autres sociétés, même parfois dans les sociétés matriarcales, où ce sont les femmes qui ont le pouvoir, mais le pôle peut être un homme au milieu, d'accord? Mais dans cette dimension-là, on est dans une dimension de chefferie. Et on préfère des chefs visionnaires qu'une démocratie au loto ou qui est pilotée par l'Occident. Donc les choses sont très claires dessus. Et justement, par rapport à ça, parce que tu dis que tu as des valeurs qui sont proches du communisme, même si ce n'est Non. pas exactement du C'est pas ce que j'ai dit. proche. Vas-y, je développe, mais c'est pas ce que j'ai J'ai cru dit. comprendre. Je vais t'expliquer. Tu après. te sens proche des valeurs liées au communisme, mais toi, tu t'inscris surtout dans des valeurs socialistes liées à nos traditions. C'est très important ce que tu dis. Sociales et liées à nos Que traditions. tu abordes ça, parce que ça permettra qu'on se comprenne beaucoup mieux, Frangin, et que les gens qui peuvent, parce que ce que tu dis, c'est une question très importante, des gens peuvent se poser ces questions-là. Pour eux, on a tellement habitué le monde à, quand on est contre le capitalisme, ça veut dire qu'on est socialiste ou communiste. Moi, je suis pas communiste et socialiste. Ok. Et je suis pas capitaliste. Pour moi, ce sont deux idéologies matérialistes. Ok. Et moi, j'inscris notre action dans une dimension immatérielle qui a maintenant une résonance dans la réalité Dans le matérielle monde qui est la matériel. nôtre. Tu comprends ce que je veux dire? Et nous, on est ce qu'on appelle des endo-solidaristes. Ça veut dire que le succès de l'un n'a de sens que si c'est le succès du plus grand nombre. Je te donne un exemple très simple. J'ai créé un média qui s'appelle Afrique Résurrection. Je paye en moyenne, je sais pas si c'est pertinent de dire ça, mais je paye très bien tous mes vidéastes. Mais j'essaye du plus grand salaire au plus petit salaire d'employer le plus de gens possible. C'est des gens, grâce à ça, ils nourrissent leur famille. On a une vingtaine, voire trentaine d'employés dans Afrique Résurrection, et ceux qu'on voit, puis il y a tout ce qui est derrière. D'accord? Afrique Résurrection n'est qu'une branche de notre ONG Urgence panafricaniste. C'est une branche, c'est même pas 2%, 3% de nos activités. D'accord? Et c'est un truc beaucoup plus global. Donc moi, l'argent là, les gens ils parient sur moi, ils parient pas sur Urgence panafricaniste à la base. Il faut bien qu'on se comprenne. Quand on va dans les pays, etc., c'est moi qu'on voit. C'est pas mon ONG. Ils disent, vous là, vous êtes l'avenir. Vous, on sait que demain, vous allez être nanana, etc. Ils parient. Je peux très bien me dire, je me garde l'argent et mais je partage. Bien sûr. Et ça crée des gens, des personnes qui, eux aussi, parce qu'ils sont dans des bonnes conditions, font un travail épanouissant. Moi, quand je vois Safia Enjoy Life de Afrique Résurrection, je suis fier de ma petite sœur. On se connaît depuis des années. On était un temps, était avec nous dans l'urgence panafricaniste. Après, elle s'est développée, elle a fait son truc. On s'est retrouvés. Moi, je suis fier de lui donner de la force. Et je suis fier de la mettre dans des conditions pour que elle puisse être la meilleure version d'elle-même. Et ce qu'elle fait là, c'est extraordinaire. Ouais. Grandeur Tu noire, vois? déjà son travail Voilà. et tout ce qu'elle fait avec vous. Déjà, c'est- tu vois. Nathalie, bon, elle nous a pas attendu pour être déjà une fusée. D'accord? Mais moi, je suis content qu'on se batte pour les mettre dans les meilleures conditions, etc., etc., etc. sûr. Tanguy, que vous connaissez, Bien sûr, absolument. voilà, etc. Donc moi, je pourrais très bien faire comme les gens qui
pour le coup, pas vous, parce que je pense que vous abordez ça dans une autre dimension, mais qui vont vous parler de business, etc. et tout, qui ont peut-être pas le 10e de ce que je gagne, soit dit en passant, mais qui vont, en fait, gagner de l'argent en faisant croire qu'ils sont riches, en disant, achetez mes formations. Absolument. Moi, je fais pas ça. Ça m'intéresse pas. Vous m'entendez très peu parler d'argent. Ce qui m'intéresse, c'est de créer des initiatives, parfois qui marchent, d'autres qui marchent pas. D'accord? Et de mener mon combat politique. Parce que comme le disait Mao, il n'y a pas de révolution économique sans révolution culturelle d'abord et sans révolution politique. Les gens, ils disent, ouais, il faut qu'on fasse comme les Chinois. Les Chinois, ils ont travaillé. Avant qu'il y ait la révolution économique, il a fallu qu'il y ait une révolution culturelle et une révolution politique. Dure! Contre les traîtres endogènes et contre les ennemis exogènes pour que la Chine puisse être ce qu'elle a été. Donc, moi, ça me dérange pas de parler d'argent quand on en parle dans la bonne direction. Ok. Donc l'argent n'est pas le problème. Parce que tu dis que le problème quand même de cette élite oligarchique, c'est qu'ils ont toujours cette soif d'argent. C'est le problème de cette élite, c'est le profit à tout prix. Donc c'est qu'ils ont comme finalité l'argent. Ouais, c'est L'argent est leur dieu. Or, nous, l'argent, il y en a qui disent l'argent c'est le nerf de la guerre. Moi, je dis que l'argent, ça peut être la guerre des nerfs si on n'en a pas. Et c'est quelque chose dont on doit être capable, si on est un mouvement de libération, on doit être capable de gérer ça, d'accord, intelligemment, sans être dans l'excès, mais pour que on puisse aller dans la bonne direction. Une révolution sans moyens est une révolution vouée à l'échec. Voilà. On est d'accord. C'est Mais ça. malgré ça, entendez bien, j'ai été pendant très longtemps dans des difficultés incroyables, mais j'ai tenu bon. Et c'est parce que j'ai tenu bon qu'à un moment donné, Dieu Tout-Puissant et nos ancêtres méritants nous ont donné la possibilité, parce que notre voix est devenue extrêmement audible après, d'avoir accès à différentes choses. Est-ce que vous comprenez? Absolument. Tout en gardant plus que jamais notre ligne. Mais je pense que c'est une notion très importante parce que tu l'as vu dans l'introduction qu'a faite Loïc et Loïc, effectivement, on a créé un mouvement qu'on a baptisé Nekao School parce que il y a énormément de choses que tu as dites qui étaient super intéressantes. Tu sais, il y a cette dimension d'afropéen. Tu parlais de ces personnes qui sont dans une forme d'inclusion, des personnes de la communauté qui sont dans l'idée de prôner l'inclusion, etc. Sans évidemment aller jusque-là pour nous, mais la question de l'argent pour nous est centrale. Il y a des personnes qui sont issues de la communauté qui ne rentreront jamais, de par énormément de facteurs qu'on pourrait aborder, mais pour ces personnes-là, elles vivent en Occident, on le sait, malheureusement, heureusement, j'en sais rien, le nerf de la guerre reste l'argent. Et la question que je voulais te poser, c'était de savoir précisément, je pense que notre communauté a énormément, doit en tout cas sur le plan géopolitique, avoir des personnes comme toi qui soient en capacité de montrer la voie. Mais est-ce que pour ce qui tient de l'argent, de la dimension économique, est-ce que c'est forcément antinomique? Tu as répondu non. Et comment faire dans ce monde capitaliste dont on connaît les règles pour pouvoir s'en sortir? Tu disais voilà, moi j'étais dans la difficulté parce que j'ai tenu bon, j'ai réussi à trouver la voie. Pour ceux en fait qui resteront ici, comment faire? Moi, je vais être très clair par rapport à ton propos. Quoi qu'il arrive, l'éducation financière de notre communauté est vitale. Parce qu'on est une communauté qui passe son temps à dépenser chez les autres, mais qui n'est pas capable de dépenser en son sein. Waouh. Et si tu dépenses pas tout le temps à l'extérieur, tu nourris les autres, tu les renforces, mais tu ne nous renforces pas. C'est ça. Et c'est lié aussi. Même. Exactement. Et c'est lié aussi à la psychologie de notre communauté. C'est que il y a, pas tous, c'est pas majoritaire, mais dans notre communauté, il y a aussi un problème. Dès qu'il y a une étoile, homme ou femme, qui émerge, il y aura une jalousie maladive de certains qui vont tout faire pour éteindre la personne qui émerge. Et donc, si tu sors un commerce, on va tout faire. Pourquoi lui sort un commerce? Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi elle et pas moi? Ça, c'est un problème qui date depuis longtemps. On va pas toujours dire que c'est la Et on constate un éveil, parce que les mentalités changent. C'est en train de changer. Pas totalement, mais c'est en train de changer. Petit à petit. Parce qu'on en connaît encore. Mais donc, il y a cette éducation qui est nécessaire, mais j'insiste pour dire que Thomas Sankara disait que un militaire qui n'est pas éduqué politiquement est un criminel en puissance. Moi, je dirais un économiste ou un homme d'affaires qui n'est pas éduqué géopolitiquement peut être un ennemi en puissance de sa population. Parce que le capitalisme, c'est une pieuvre, ça t'absorbe. Mais à un moment donné, tu joues contre ton camp si t'as pas une direction. Exactement. Si t'as pas une démarche souveraine dans ta réflexion politique, tu joues contre ton camp. Et tu vas te retrouver sous prétexte de faire du bif ou faire du business, tu vas te retrouver avec ceux qui sont en train de maintenir ton peuple dans l'assujettissement. Vous comprenez ce que je veux dire? Sûr. Donc,
il est très important qu'il y ait une direction dans ce qui est pris et dans ce qui est énoncé, c'est pour ça que moi il y a une mode aujourd'hui en France qui est très différente de ce qui se passe par exemple en Afrique francophone aujourd'hui, mais il y a une mode sur le business, etc. et tout ce qui s'ensuit, qui n'est pas 100% négative. Parce qu'il faut entreprendre. Notre peuple, à un moment donné, on peut pas toujours travailler pour les autres, il faut qu'on travaille pour nous-mêmes. Voilà. Donc c'est vital. Yes. Vous comprenez? Ouais. Mais entreprendre dans quel cadre? Pourquoi? Pour qui? Comment? On est 100% aligné là-dessus. Et le propos, c'est que, vous avez dit quelque chose d'important, il y a des gens qui vont jamais rentrer. Le problème n'est pas que des gens rentrent ou pas. Moi, je vais pas vous mentir, hein. Autant je suis très optimiste pour notre diaspora dans les territoires, entre guillemets, d'outre-mer et le territoire en Afrique francophone. Très optimiste qu'il y a un bouleversement qui est en train de se faire. Autant je suis préoccupé par notre diaspora en France. Ah, j'ai senti ça dans... Je suis préoccupé parce que je suis né là, j'ai grandi là et que partout que je vais dans le monde, quand je vais voir un noir qui est né comme moi en France, nos accents, nos trucs, on se reconnaît direct, nos réformes, on se reconnaît direct, qu'on le veuille ou pas. On a une spécificité. D'accord, même si je suis béninois, je vais jamais le renier que c'est ma grande fierté. Mais ce qui nous attache tous, regardez, enfin t'es béninois, t'es camerounais, je suis antillais, mais ce qui nous attache tous, c'est quand même le fait qu'on est noirs, nés ici, qu'on est des afro-descendants, absolument, très clairement. C'est ça. Mais ce qui préoccupe, c'est si tu restes, ok, mais qu'est-ce que tu fais en restant? C'est ça. Qu'est-ce que tu fais en restant? Et à l'ère du digital, il y a moyen de faire des choses. Il y a moyen de faire des choses pour nous en n'étant pas des mendiants chez les autres. Moi, je suis très peiné. C'est ça. Je vois des polémiques. Dès que, oui, vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas ceci, ça chiale. Moi, je suis gêné de cette tendance victimaire et complètement castrée. Je ne vais pas citer de nom. Mais qu'il y a aujourd'hui au sein d'une partie de la communauté noire de France. Je suis très, et encore, c'est pas la rue, hein, qui font comme ça. Ce sont des personnalités triées sur le volet que le système essaye de tout faire pour rendre audible, mais on passe notre temps à pleurer. Ça me gêne. Ça me gêne beaucoup. On l'a vu là dernièrement avec mais c'est ça. l'affaire Aya Nakamura. On en parlait mardi lors du live où on disait concrètement ce que tu viens de dire. Moi, je pense que tout ce qui tient en fait de la mascarade qu'on a connue dans les années 80, 90, je pense que tu l'as énormément martelé. En fait, on est arrivé à un stade où ça y est, on a compris et que en 2024 d'être encore dans ce genre de ressort alors qu'il y a énormément de travail à faire, ça fait vraiment pitié. Et tu parlais effectivement de ces personnes qui sont ici. J'aimerais vraiment t'entendre sur la préoccupation qu'elle tienne du coup par rapport aux personnes qui évoluent au sein de la diaspora. Mais précisément, l'idée c'est de dire que oui, il est possible de nous organiser, même si déjà à l'époque tu le disais dans les années 2010, ils aiment pas quand on s'organise. Tu voulais tout simplement faire une petite crèche pour que et c'était tout un problème. C'est là où je t'ai découvert. C'était tout un problème et aujourd'hui on le voit bien. Ceci dit, l'idée, je pense que pour les personnes qui feraient le choix de ne pas forcément rentrer, mais en fait d'avoir à s'organiser, et s'organiser, ça veut dire notamment prendre en considération tout ce qui tient du pécunier. Écoute, déjà, je vais rebondir sur un truc pour rebondir sur ton propos, pour répondre à ta question et ta préoccupation. On a parlé de manière très vite, très rapide de Aya Nakamura. Aya, c'est une sœur que j'aime en tant que sœur, clairement. J'écoute pas sa musique, j'écoute de moins en moins de musique plus vieille. Bon? Ouais. J'ai mes chansons. On est des Renois, tout claque. On a nos chansons, on a nos sons, des fois ma fille qui est très branchée, mes deux grands qui sont très branchés aussi hip-hop, m'envoient des sons, etc. Donc j'écoute, mais voilà. Donc je suis pas de la génération qui écoute Aya, mais c'est une sœur et j'aime beaucoup la sœur. Et quand les gens l'insultent ou quoi que ce soit, j'aime pas ça. Soit très clair. Ça c'est une chose. Mais c'est pas Aya le problème, qui d'ailleurs elle m'a paru à mon sens digne. Elle n'a pas mendié, elle en a un peu rien à foutre. Et de toute façon, son monde va pas s'arrêter là, je pense. Non, elle est au-dessus. Mais c'est les réactions autour. C'est ça en fait. On se rend pas compte à quel point on fait du bruit. C'est des réactions. Oui, nous aussi on est français. Oui, nous aussi. Oui, nous c'est. Oui, quoi? Vous insultez ce qu'on dit, on est de Bamako. Moi, je suis gêné. Et il y a deux types d'organisations communautaires, de gens qui ne rentreront jamais, mais qui s'organisent. Il y a ceux qui se battent pour envahir l'espace public de l'autre, et il y a ceux qui créent leur propre espace.
leurs propres entreprises, Mhm. leurs propres médias, Mhm. leurs propres labels. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, Leur quand propre lobby, leur propre réseau. C'est ça. Et moi, ma voix pour la diaspora, je pense qu'on est tous sur cette voie-là. Enfin, tous autour de cette table. Nous, en tout cas, on y est. Clairement, c'est celle-ci. Donc, c'est la voie de NECAO, c'est la voie d'urgence panafricaniste, c'est la seule urgence. C'est s'organiser par nous-mêmes, pour nous-mêmes. De l'exclusion d'un homme par l'autre naît la volonté pour l'homme exclu de se constituer sa propre puissance. C'est ce en quoi je crois, c'est mon adage de vie. Il n'y aurait pas de Kémy Séba s'il n'y avait pas eu la négrophobie. Et je remercie les négrophobes de m'avoir permis de me rendre compte de qui j'étais et de comment je devais agir pour mes semblables dans ce monde. De briller au milieu du chaos, comme tu l'as dit. Exactement, tu vois. Et c'est Nietzsche, qui est mon philosophe, l'un de mes philosophes occidentaux favoris, qui disait il faut porter en soi un chaos pour mettre au monde une étoile qui danse. Notre souffrance est la clé de notre résilience et est la clé de notre dépassement. Cette exclusion, qu'on s'en serve pour exister pour nous-mêmes, par nous-mêmes. Ça veut pas dire qu'on crache sur les autres, mais on s'organise nous-mêmes. Mais les histoires de pleurer dès qu'on nous dit on n'est pas ceci, on n'est pas dans leur monde, on est content, on veut une place chez Hanouna, on veut une place chez ceci, on veut une place chez Bev, on veut une place dans leur monde, je m'en fous de ça. L'ironie du sort, j'ai été censuré de tous les médias. Vous me connaissez depuis quelques années. Tous les médias ont tout fait pour qu'on ait une audience groupusculaire. Aujourd'hui, dans la cause noire francophone, je sais pas s'il y a quelqu'un qui est plus audible que moi aujourd'hui. On se dit les choses très clairement. C'est réel. On parle de Rokhaya, ils ont pas mon audience aujourd'hui dans le monde noir francophone. Ni sur le continent, et même en Occident, alors qu'ils sont surmédiatisés, on est plus audible qu'eux aujourd'hui. Donc, et j'en tire aucune gloire, hein, c'est pas un parallèle ou un comparatif, mais c'est juste pour vous dire que on peut exister par nous-mêmes, sans passer par eux. C'est exactement la vision qu'on nourrit. Hein. Et tu vois, c'est pour ça que tu disais aujourd'hui, on initie à l'éducation financière, mais c'est pas en vue que de vendre un programme de formation. C'est parce que on a des étapes. Ce qu'on veut, c'est d'abord initier à l'éducation financière pour pouvoir à terme permettre à ces personnes qui à la base sont dans un esprit de consommation se prendre en main et ouvrir des solutions d'investissement en direction du continent ou en direction de la communauté. Ça, c'est notre objectif. Moi, ma question est la suivante, c'est comment est-ce que tu projettes la façon dont se portera le continent, notre communauté d'ici 10 à 20 ans? Parce que je pense que tu es quand même quelqu'un qui a des directions, qui a un idéal. Un agenda. Voilà, tu as un agenda. Je veux dire très clairement, depuis très longtemps. Tu parles de plus en plus des institutions. Oui, parce que tu te déclares clairement là-dessus. Pas encore très clairement, mais ça commence. Mais en fait, c'est ça, c'est que dans tes prises de parole, voilà, tu ne caches pas que viendra le temps de cela. Tu sais, quand je suis rentré en Afrique, les gens disaient, il rentre, il va foutre quoi là-bas? Moi, j'avais déjà mon objectif avec les miens. Et on a tourné les pages de l'agenda, étape après étape, avec des difficultés. C'est ce que j'allais dire. J'ai été mis en prison une deuxième fois en 2014, etc. On a eu des difficultés. Mais on a tourné les pages. On m'a recruté à la télé. Pour certains, dès que tu travailles à la télé dans une grosse chaîne en Afrique, c'est un aboutissement. T'as les raclis, t'as les bails, t'as les histoires, etc. Moi, la télé m'a intéressé pour l'ingénierie. On parlait d'Inception, pour l'ingénierie sociale. C'est-à-dire que, à partir de là, ce sont des masses médias en Afrique. Je me sers de ça pour déposer une idée dans la tête des gens. Vous comprenez ce que je veux dire? Et une fois que j'ai eu la sensation d'avoir fait le tour, parce que ma vie, il y en a jusqu'à 60 ans, on va être chroniqueur. Moi, c'était une étape, j'en ai rien à faire de l'histoire de la télévision. C'est un moyen. On parlait de l'argent tout à l'heure. C'est un moyen, c'est pas une fin. Dès que j'ai senti que, à partir de là, parce que dès que je travaillais à la télé, on a commencé à m'inviter en Amérique du Sud, au Proche-Orient, etc. Parce qu'on était en contact avec des ambassadeurs, et c'est là, moi, j'ai dit, OK, je suis arrivé à un stade, j'ai fait le tour de la télé. J'ai fait plusieurs grosses télévisions en Afrique. J'ai dit, maintenant, le terrain. Donc, mobilisation politique, action sociale, entrepreneuriat multiple. Il y a certaines choses qu'on a faites, qui ont été des difficultés. On a lancé un centre commercial. Ouais, si. J'allais te parler. Centre Panaf. Oui, pour lequel on m'a mis des bâtons dans les roues extraordinaires. Parce que le problème, et je peux entendre la critique a posteriori, c'est de dire, KS, tu crées une entreprise dans un pays où tu attaques le président. Tu penses qu'il va faire quoi? Mais il va t'attaquer financièrement. Ça va être des contrôles fiscaux. Ça va être un certain nombre de choses. C'était évident. Et en fait, j'étais tellement dans je voulais faire, etc., que j'ai fait. Et comme je tiens pas ma langue, j'ai dit ce que je devais dire.
Et très peu de temps après, alors qu'au départ, tout se passait très bien, dès que j'ai commencé à dire ce que je voulais dire, il y a des contrôles fiscaux qui ont commencé à apparaître. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'on est des gens intelligents, on a fermé cette façade-là. D'autres sont peut-être ouvertes. Et puis, oui. Et puis, en dehors de ça, on a délocalisé certaines activités économiques que je vais pas dire ici. On en a parlé de certaines. On a parlé d'Afrique Résurrection, qui est une activité qui emploie des gens, etc. Et tout ce qui s'ensuit. Je vais pas tout déployer ici, sinon après on se met à nu. Mais on a été assez intelligent pour comprendre que quand on nous ferme une porte, on en rouvre une autre. Vous comprenez? Absolument. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que il y a la potentialité, et il y a toujours la possibilité, quand tu as une idée, quand tu as une vision, de la matérialiser si tu sais que ce que tu fais est bon et que tu crois en toi. Nous, on fait partie de ceux, il y a un verset, je crois pas en la Bible, mais il y a un passage dans la Bible, la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs, et ils en parlent dans le film Bob Marley, ça m'a beaucoup touché, est devenue la pierre angulaire. Il y a personne qui a cru en nous, dans les soi-disant gens de la communauté, les têtes avant. Et aujourd'hui, moi, ça me fait kiffer qu'ils nous voient être ce que l'on est. Et on n'est même pas au 10e de ce qu'on va être pour notre peuple. Et tu parlais notre objectif. C'est ça, même ta vision d'ici. On arrive à un stade, évidemment, où on a fait, dans le cadre du leadership citoyen, on est en train de faire, à mon sens, qui a été très peu fait à cette intensité. Très peu fait. Et il va arriver un stade où on va passer du leadership citoyen aux responsabilités institutionnelles. C'est la suite logique des choses. Ça se fera avec la méthodologie qui est la nôtre et qu'on a déjà testé à différents endroits. Et ça va se faire, et ce qui doit se faire se fera. Et qu'est-ce que tu vois avec notamment l'émergence des États du Sahel? Est-ce que tu penses que ça prendra de plus en plus de place? Est-ce que tu t'inscris dans cette démarche? Je pense que oui. Non seulement on s'inscrit, mais si tu les écoutes, notamment le président Tiani du Niger, il va te dire qu'on a une très grosse responsabilité. C'est pas nous qui le disons, hein. C'est le général Tiani qui dit qu'on a une très grosse responsabilité dans le climat actuel qui a favorisé la fondation de l'État du Sahel. C'est nos mobilisations que l'on fait depuis 2014-2015, qui ont abouti à créer un écosystème politique et géopolitique favorisant la déstabilisation de dirigeants corrompus pour qu'il y ait par la suite j'appelle pas ça coup d'État, mais des opérations de restauration de l'État. Et le général Tiani, le colonel, mon frère, et ami, le président, le colonel Assimi Goïta, et le petit frère, mes grands dames et d'envergure, Traoré, ces trois frères-là, je pense qu'il est plus intéressant de leur demander qu'est-ce qu'ils pensent du combat que nous menons. C'est eux qui seront, je pense, les meilleurs avocats sur ce terrain-là. Et donc, il y aura d'autres pays, bien évidemment, qui vont rejoindre. C'est la question que j'allais te poser. Peut-être le Bénin, qui sait. Peut-être au hasard. Côte d'Ivoire, Sénégal. Le Sénégal, ça va venir, je pense, parce qu'on est dans un basculement et on est dans un gros basculement. Et d'ailleurs, la France-Afrique a compris ça, a lâché Macky. Et vous voyez même dans le langage de la France-Afrique, de plus en plus, ils commencent à vous dire qu'ils sont prêts à discuter avec Sonko. Il faut faire aussi très attention à la manière dont... Qui est sorti ce matin, d'ailleurs, je crois. Dans le système néocolonial, et ça, c'est l'empreinte du capitalisme, c'est se réadapter. Ils sont pas figés. Ils avaient une chaussette qu'ils ont utilisée. La chaussette, elle est plus utile. Ils la jettent. Maintenant, ils sont prêts. Ils parlent avec Sonko, même quand il était en prison. Je le sais, puisque ses avocats sont les miens. L'ambassade de France a parlé avec Sonko depuis très longtemps. Parce qu'il sentait depuis très longtemps que c'est lui qui allait être le président, en tout cas son camp. Donc il faut aussi qu'on soit très méfiant. Des nouvelles méthodologies employées par le gouvernement français, d'accord, pour essayer de nous zigzaguer. De toute façon, ils n'ont pas l'intention d'abandonner. La Côte d'Ivoire, paradoxalement, on a beaucoup de partisans là-bas, mais Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le centre de gravité de la France-Afrique. Moi, je suis très préoccupé par ce pays, à l'intérieur duquel il y a énormément de gens qui nous aiment et que j'aime, mais qui est un pays qui est pris en otage. C'est la capitale, c'est le relais numéro 1 de la France en Afrique, et qui a une influence, je pense, sur le terrain politique néfaste. Même sur le way of life, je suis préoccupé aussi. Mais ça donne aussi un questionnement pour les États du Sahel et pour les États qui sont dans une démarche de prendre la souveraineté. Il faut qu'on soit capable de rendre tout ce qui a trait au panafricanisme, à la souveraineté, sexy.
Parce que il arrive un moment où les gens, ils vont vers là où ça plaît. C'est ça. Absolument. Parce qu'on C'est un travail de séduction. On critique Ouattara, mais ce que Ouattara a fait via la CAN, ces gens, en recrutant toutes les influenceuses et tous les influenceurs qui sont venus et qui ont fait venir donc leur micro, macro communauté à la CAN, ils ont fait un travail d'ingénierie sociale, il faut le reconnaître, intelligent, tu vois. Et pour toi, qui ne rend pas service, dans le fond. Qui ne rend absolument pas service à l'autodétermination. Ce qui s'est passé, je vais te faire un secret, moi j'ai beaucoup de familles qui sont ivoiriennes. Hein. Il y a beaucoup de Capochichi qui sont nés en Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup de béninots. Mon père, lui-même, a vécu de nombreuses années, quand il était lycéen, collégien, en Côte d'Ivoire. Tu comprends ce que je veux absolument. dire? Donc, il y a une porosité. C'est le même peuple, de toute façon. Bon, si on va aller plus loin, de loin. voilà, on a oui, la même racine. Oui. Toi, t'es mon frère, toi, t'es mon frère, bien sûr, voilà. bien sûr. Après, avec des spécificités, mais la Côte d'Ivoire, l'influence qu'il y a, tu vois aujourd'hui, tu vois il y a des gens qui n'ont rien à faire de l'Afrique, qui vont être recrutés par le gars, là, Sarwognon, dans sa chaîne Live TV, dont on peut parler longuement aussi. Il y a des gens que j'apprécie qui sont dedans, hein. Il y a des gens qui sont des très proches amis qui sont dedans, d'autres qui sont pas des amis, etc. Ça, c'est autre chose, mais ce qui est véhiculé en Côte d'Ivoire actuellement, c'est plus du Babylone que de la souveraineté africaine. Vraiment. Je suis d'accord. Mais je pense que ce qu'il y a de positif quand même, c'est Ouais. que ça provoque un retour au pays. Lequel? Celui des personnes d'ici le retour des cerveaux. Et le fait d'être sur le continent physiquement, je pense que ça peut pousser les personnes sur place à un moment donné se rendre compte que, il y a d'autres pays. Enfin, on n'a pas accès à la culture, enfin, on n'a pas le même accès quand on est ici que quand on est là-bas, à la culture vraiment de nos ancêtres. Je comprends parfaitement, mais je rebondir sur ton propos en disant, quand on parlait au début on parlait du capitalisme, tu vois, et on se disait que l'idéologie en tant que telle, c'est-à-dire que celui qui dispose des moyens de production, et qui décide du bien ou du malheur pour les uns ou les autres, c'est problématique, et qui se sert de la force de travail des uns. Quoi qu'on en dise, on est tous dans cette matrice-là, d'une façon ou d'une autre, dès que t'as un employé, t'es dedans, etc., etc. Mais tout dépend de l'âme que tu mets, de la direction que tu mets dedans. Ceux qui rentrent aujourd'hui, les Ivoiriens ou les Africains qui rentrent en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, c'est la matrice du système néocolonial depuis Houphouët-Boigny. Boigny, sur le continent africain, en Afrique francophone. Quand tu fais ton bac to Africa dedans, moi j'adore Babi, hein. Abidjan, je suis interdit territoire. Ça n'empêche pas si je veux y aller, j'y vais quand je veux. Les gens le savent. Mais parce que on s'est passé entre les gouttes, comme dirait l'autre. Mais ce pays-là et ce qu'il est en train de véhiculer, moi je suis inquiet, vraiment. Je suis inquiet parce que ce qui est véhiculé, on est en train de montrer, et ça brille. C'est Miami. En apparence, c'est mielleux, mais on est en train de montrer que, vous voyez, les liens coloniaux, ça donne ça c'est bon. Venez enjoy. Et je vois plein de gens qui en ont rien à foutre de l'Afrique, des afrodescendants, qui rentrent. Ils vont pas aller dans les autres pays. C'est Abidjan, parce qu'Abidjan, en fait, c'est Paname avec les tropiques, avec les cocotiers, avec la ticket, avec les belles femmes, etc. On se sait, on va pas se mentir. C'est ça, en entre nous. fait, le truc, c'est ça. C'est ce qui attire, C'est ça. c'est le fait que tu retrouves les mêmes valeurs qu'ici. Et la question, c'est quand même ça, c'est on parlait de ce conditionnement, tu vois. T'en as même qui parlent d'aliénation, je pense qu'on peut même en parler. Étranger à lui-même, c'est clairement ça. Très clairement, tu vois. Je veux pas, tu vois, mettre des mots dans ta bouche, mais est-ce que, enfin, pour toi, en fait, c'est pas une introduction pour certains, du coup, d'avoir à aller plus loin quand ils passent par là, parce que finalement, ils quittent Paris-Charles de Gaulle pour arriver Moi, je pense que physiquement, à un endroit, ça peut créer un déclic. Moi, j'ai fait tous les pays d'Afrique francophone depuis 13 ans, et pas que. Attention à ce que la prison ne devienne pas trop dorée. C'est ça, c'est ça. Et il y a des endroits qui sont des mirages. Abidjan va devenir dans quelques années, je dis pas économiquement, parce qu'il y a encore du chemin. Ouattara, je vais dire ça, les Ouattaris vont être très contents qu'on dise ça, donc c'est pas dans ce cadre-là que je dis ça. Mais ça va devenir le Dubaï
C'est ça. C'est ce qu'ils C'est pour veulent. ça que je disais C'est ce qu'ils Miami, veulent. ouais, c'est Pas ça. économiquement, parce ils sont à des milliards d'années-lumière, mais dans le way of life. Pas le Dubaï. Je pense qu'on a compris de quoi je parle. Bien sûr. Moi, je suis pas sûr que ce soit quelque chose de profitable pour nous. Mais pour moi, c'est un grand message. C'est ce que je dis quand je suis avec les dirigeants de l'AES, des États du Sahel. Le vrai défi, et c'est ce à quoi moi je vais m'employer, et c'est ce qu'on fait depuis des années. Il y a une époque, tu m'as connu à l'époque où j'avais les cheveux, on a essayé de soigner notre communication, de se remettre en question sur beaucoup de choses pour être encore plus performant. C'est ça. Si tu veux aider les tiens, et la manière dont tu veux les aider leur fait peur, tu feras toujours peur à des gens, ça, c'est pas le problème, mais il faut être capable de toucher une masse critique. Et donc il faut que le message de souveraineté soit allié à quelque chose qui leur semble confortable. C'est le vrai défi. C'est ça. C'est le vrai défi. C'est exactement ça. Et si on n'a pas ça, on aura l'impression que la liberté, c'est la haisse complète. Et que la prison avec la France, c'est la jouissance. Exactement. Et les Renois, dans la diaspora, vont aller dans la jouissance. C'est ça. Même si c'est la plantation. Le vrai problème, c'est que quand t'as connu, j'utilise de gros guillemets, Oui. le confort, Oui. j'utilise de gros guillemets, Non, totalement. c'est très compliqué d'avoir accepté de faire le chemin que Kémy a fait en 2011, tu vois. Et je pense que c'est un débat qu'on pourrait avoir. On va respecter le fait que voilà, il y a une heure. Moi, je voulais qu'on finisse sur un sujet un peu léger et ensuite on terminera par le coup de cœur. Est-ce que t'as eu un coup de cœur? Ah oui, t'as eu un coup de cœur parce que tu nous as parlé d'un film comme ça avant, mais peut-être voilà autre chose. Dans tous les cas, on te demandera quel est le coup de cœur de la semaine, du mois, qui a fait écho chez toi. J'aimerais que tu me dises ce que tu penses, je sais même pas d'ailleurs si tu regardes ça, de ce qui s'est passé avec notre frère Ngannou et Joshua. Est-ce que tu regardes ça? Qu'est-ce que tu penses de ce que fait le frère? Qu'est-ce qu'il fait? La boxe, le MMA. C'est ça. Moi, j'ai beaucoup de respect. C'est pas le mot adéquat, mais j'aime bien la tête de Ngannou, j'aime bien le frangin. C'est un gars... C'est un gars très humain et qui a la bonhomie très touchante. J'ai bien aimé, j'ai pas vu le match, j'ai vu les résumés comme tout le monde. Même si tu veux pas, ça vient dans ton téléphone. Dans les cas. Et j'ai beaucoup aimé l'attitude de Joshua. J'ai beaucoup aimé. Un vrai seigneur dans son domaine. Et moi, j'aime bien quand je vois la fraternité entre nous. J'aime trop ça. Je pense que on se dit pas assez, je t'aime mon frère, entre nous. Et ça, les sœurs entre elles, etc., ça manque. Et donc, j'étais très touché de voir ça à la fin. Après, moi, je suis pas le meilleur client pour ce genre de... Tout ce qui tient à l'entertainment pur. J'ai pas le temps pour ça en vrai. Mais je suis. C'est-à-dire que tu peux pas Esquiver. être politique, participer à la vie de la cité, Politéa, et ne pas suivre tous les éléments de cette cité. Je suis comme Bruce Wayne dans sa Batcave. Je surveille sur notre grand écran, c'est notre téléphone. Donc je vois... J'espère bien que tu te détends quand même de temps en temps. Oui, attention, bien sûr. Important. Non, on se détend quand on peut. Dans l'année, moi je prends jamais de vacances. Il faut qu'on se comprenne bien. Mais j'ai appris à faire en sorte que je puisse trouver dans ma mission des temps aussi où je récupère, où je me régénère, où je m'aère l'esprit. Des temps où je vais aller au cinéma avec ma femme. Des temps où on va se détendre avec mon équipe. On est des Renois, frère. Donc on va pas on est des gens de notre temps. Moi, j'ai dit, je suis plus proche d'un Tupac dans la mentalité que d'un Desmond Tutu. On est des gens nés dans la diaspora, avec notre réalité, d'une génération hip-hop, avec nos. Donc, on s'invente pas des personnages, on joue pas les pasteurs. On est tel qu'on est. Et on s'assume avec très grande fierté. Moi, tu pourras jamais me dire, ah, Kémy, il est comme ça. Non, je suis comme tu me vois là, je suis comme ça dehors. Je ne m'invente pas de rôle. Tu m'aimes pas, ça ne change strictement rien à ma vie. On est là pour changer les conditions de vie de notre peuple. Et on avance et on s'assume comme ça. Vous comprenez? Bien sûr. Absolument. Bien sûr. Donc, ça nous arrive de nous aérer l'esprit. Le dernier film que j'ai vu qui a été très critiqué par les gens, mais moi qui m'a touché humainement énormément, c'était le film One Love. Alors, tu seras pas touché si tu voulais voir exactement
La même chose que Bob. Bob est inégalable dans sa réalité à lui. Tu peux pas reproduire du Bob. C'est comme quand j'ai vu le film Tupac, c'est pas la même chose, mais le gars là il est gentil. Oui, non mais il a pas le cas. Frère. Il a pas le l'aura. Tu peux pas. Mais on disait que, tu vois, pour des films comme par exemple Ray Charles, Jamie Extraordinaire. Foxx, comment il incarne Ray Charles, on dirait limite, moi je préfère être limite Jamie Foxx que Ray Charles. Non mais c'est extraordinaire ce que tu dis ça, parce que c'est exactement le mot. Des gens comme Jamie Foxx dans Red Charles ou Will Smith dans Ali, ils ont mis, moi Ali c'est un de mes films préférés. Ray c'est un de mes films qui m'a le plus touché. Mais dans la continuité, je sais que les fanatiques de Bob vont être fâchés, mais dans la continuité, le film sur Bob là, la dimension spirituelle du personnage, son côté sacrificiel, tous ceux qui sont dans le sacrifice, qui se donnent pour leur mission et qui savent que en éclairant les gens, ils s'éteignent eux-mêmes. Parce que c'est ça, c'est une bougie par définition, elle se consume, mais jusqu'au bout elle va éclairer. C'était ça l'œuvre de Bob et c'est l'œuvre de tous ceux qui ont décidé de donner leur vie pour leur peuple et pour la justice. Chacun sur son terrain, sur son niveau. Donc moi, le film m'a beaucoup touché. Et Je l'ai pas vu. Il faut que j'aille le voir. En tout cas, par rapport à ce que tu dis quant à l'amour, moi, je tenais à te remercier et à te dire je t'aime mon frère. Je le dis pourquoi? Vraiment. Parce que en fait, t'as des gens qui parlent et t'as des gens qui sont dans l'action. Notre chaîne, on a 1500 abonnés. T'as pas dit bon les mecs. Par contre, je suis désolé. Nous, moi, les médias. Voilà, t'as parlé avec le frangin avec Loïc et t'es venu, et t'es là. Et franchement, rien que pour ça, merci infiniment de partager cette valeur avec les gens qui nous suivent et avec nous en direct. Je voulais te le dire vraiment les yeux dans les yeux, frérot. Vraiment. On est une famille. Et de même, j'ai un mot aussi parce que moi aussi je t'aime mon frère. Et je te dis ça en ce sens que le jeune garçon que j'étais, qui t'a vu droit dans les yeux sur BFM, cette espèce de, j'avais jamais vu ça en fait. Et tu vois, on parle souvent de rôle modèle. Et aujourd'hui, si on est là à vouloir incarner un message et à vouloir inspirer les jeunes, c'est parce qu'on a été inspiré par des personnes comme toi. Ça me touche profondément. Et moi, je suis touché aussi du fait que tu as accepté de venir ici. Je te remercie profondément pour ça. Et j'espère qu'on va pouvoir te revoir, même si on se ça va être très reverra compliqué. en Afrique ou ailleurs. Et je finirai pour rebondir sur vos propos qui me touchent énormément. Moi, je ne suis pas un leader. Je suis pas un modèle. J'ai mes défauts innombrables qui sont installés au milieu de mes qualités. Mais ce qui compte le plus sur Terre, c'est que chacun mette sa part de lumière pour faire avancer les siens. Faites attention à ceux qui se font passer pour des modèles. Partout. Parce qu'ils sont dangereux. Mais ceux qui vous disent qu'ils sont comme vous, qu'ils ont leur part de lumière, leur part d'ombre, qu'ils ont leurs qualités, leurs défauts. Et plus on vieillit, plus on essaie de progresser dans tout ce qu'on fait. Je pense que c'est la meilleure voie de l'élévation et c'est la voie qui permet au plus de gens de se réveiller. Et moi, si je t'ai touché, petit frère, je vous ai touché, demain vous allez toucher d'autres gens. Et les autres gens que vous allez toucher, demain ils vont toucher d'autres gens. C'est un travail à la chaîne. Bien sûr. Il faut qu'on regarde la lumière qui est en nous, qu'on voit nos qualités, qu'on voit nos capacités à faire, à avancer. On est dans un monde où on veut tuer la masculinité noire. Il faut aussi qu'on en parle. On n'a plus le temps, mais tout est fait pour déviriliser l'homme noir. Le système, Babylone n'aime pas la femme noire, il la hait, mais il connaît sa puissance. Et maintenant, sa stratégie, c'est de monter la femme noire contre l'homme noir. On en parlait lors de certaines émissions. Il faut qu'on cogite beaucoup dessus. Et tu sais, on me présente comme réactionnaire. Le système met en avant ce qu'ils appellent les progressistes. Il faut que les progressistes eux-mêmes se posent la question. Pourquoi on vous met en avant et pourquoi on combat des gens comme nous? Et pourquoi les gens comme nous qu'on combat sont les plus audibles auprès du peuple? Posez-vous les questions. C'est tout ce que j'ai à dire dessus. Je vous aime. J'ai une grosse pensée pour quelqu'un que tu connais, qui est ma petite sœur, où il y a eu parfois les incompréhensions, qui s'appelle Sarah. Tu connais Sarah? Absolument. Qui est ma petite sœur que j'aime de ouf, qui est vraiment ma protégée. Et ça aussi, c'est un message pour nous tous pour dire que, quelles que soient les incompréhensions qu'il y a, on est une famille. Et il faut qu'on aille beaucoup plus loin que ce qui nous sépare et qu'on voit ce qui nous réunit. Et quand on réussit ça, là, on est invincible. Les autres, ils ont la bombe nucléaire parce que ce ne sont pas des bombes nucléaires eux-mêmes. Nous, là, quand on est unis, il n'y a rien sur cette terre qui peut nous arrêter. Rien.
Let's go. Voilà. C'est sur ces Merci mots d'être venu, cher. On en qu'on va effectivement s'arrêter. On espère que vous avez kiffé, les gars. Merci à tous. Suivez-nous parce que il y a d'autres surprises c'est toujours qui pas fait. viendront. Prenez soin de vous, on est ensemble. Yeah. Ok. Peace.